première question, pourquoi s'inscrire dans l'expérimentation territoire 100% inclusif? Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Et avant de commencer mon propos, je voudrais vraiment remercier la PEI pour son engagement pour les personnes, on doit dire, en situation de handicap. On n'ose plus maintenant, après les propos qu'on a tenus, pour vous tous, pour tous ceux qui en ont besoin. Je crois que c'est ça la démarche. Donc pourquoi le président Richoux et l'Assemblée départementale a voulu s'engager dans cette démarche? Pour valoriser les dynamiques engagées depuis longtemps sur le département, mais chercher également à développer le droit commun, accompagner et adapter la société aux personnes en situation de handicap et les intégrer dans cette société pour qu'elles soient pour le bien-être, pour leur bien-être, pour leur bien-vivre, pour le bien vivre ensemble. C'est une démarche que l'on travaille déjà depuis de nombreuses années, avec notamment la création de la maison départementale de l'autonomie, qui regroupe la MDPH et les services départementaux qui étaient plus vers la personne âgée. Il y a eu une démarche d'évolution importante pour la personne en situation de handicap. On s'est engagé déjà très longtemps dans la réponse accompagnée pour tous. On s'est engagé aussi dans le schéma de l'autonomie, qui maintenant était un schéma vraiment personne en situation de handicap, personne âgée, mais qui a été plus fort parce que pour la personne en situation de handicap, on a évolué beaucoup sur cette démarche. Également, ce travail également, c'était aussi, M. Puy en parlera, dans le schéma de transformation de l'offre, vraiment cette démarche de 100% inclusif, c'est sortir les personnes de l'hyperprotection qui a été vraiment il y a quelques années, antérieurement, qui était très forte par rapport aux familles, mais sortir aussi de cette démarche de placement d'établissement et aller vers l'habitat inclusif, vers une transformation de l'offre, de façon que les uns et les autres aient leur place dans cette société. Également, travailler aussi sur le parcours de vie pour éviter les ruptures. C'est vraiment un schéma un plan d'action qui doit se mettre en place. Monsieur Puy, vous... Juste effectivement, pour compléter, le département de la Mayenne, en lien avec l'Agence régionale de santé, nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt national lancé par Sophie Cluzel. Donc nous avons répondu à cet appel à manifestation d'intérêt national parce que la Mayenne, effectivement, comme le disait Mme Maurice, on ne part pas de rien. Sauf que on ne fait sans doute pas suffisamment avec, je pense qu'il y a une dimension, on l'a entendu aussi, avec les personnes concernées. Donc c'est donner à voir ce qui se fait déjà et construire avec les personnes pour aller vers le droit commun. Mais je reviendrai peut-être sur cette question d'accès au droit commun. Bonjour à tous. Donc, moi je suis absolument aussi ravi d'être présent ici aujourd'hui. Souhaiter un bel anniversaire à l'association, parce que c'est quand même les 50 ans également. Alors, dans le prolongement de ce que vient de dire à la fois Mme Maurice et Mme Dozon, et par rapport à toute la richesse des propos qu'on a entendus ce matin, je vais essayer peut-être de remettre en perspective la démarche territoire 100% inclusif, avec toujours cette prudence qu'il faut avoir dans la compréhension finalement, y compris même du libellé en tant que tel, puisque le 100% inclusif, on pourrait tout de suite se dire par rapport aux propos qui ont été tenus ce matin qu'il y a des choses qui ne sont pas finalement atteignables, et j'ai entendu notamment M. Versolt parler d'injonction à l'autonomie, donc voilà, c'est quelque chose qui a absolument résonné, et donc on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Donc par rapport à tout ce qui a pu être dit ce matin, effectivement, faire avec les personnes, les faire s'exprimer, analyser par elles-mêmes leurs propres besoins, nous en faire part, comment bien comprendre, comment rentrer dans l'action, comment bien accompagner finalement ces démarches d'action pour prendre finalement son pouvoir d'agir, pouvoir finalement tracer un petit peu son propre chemin avec les capacités que l'on possède, et comment être accompagné au mieux justement par les professionnels qui doivent également eux évoluer dans leur posture, dans leur
dans leur travail au quotidien avec les personnes justement qui sont accompagnées. Mais au-delà, la démarche 100% inclusive, c'est vraiment l'idée aussi de faire évoluer, puisqu'on a parlé aussi du regard, faire avancer le regard de la société, donc l'approche sociétale par rapport à la question des personnes en situation de handicap. Donc cette démarche va, on ne parle pas que de l'accompagnement des personnes qui sont individuelles, collectives, que du secteur médico-social ou social qui accompagne, ou sanitaire également, qui accompagne ces personnes qui les prennent en charge quand il y a une difficulté particulière sur le plan de la santé. C'est aussi l'ensemble de l'évolution sociétale des politiques publiques, qu'elles relèvent du transport, de l'aménagement de l'espace public, qu'elles relèvent de l'emploi, qu'elles relèvent de la santé, du secteur social. Donc l'ambition finalement que l'on porte avec le département à travers l'engagement de l'Agence régionale de santé et du conseil départemental sur cette question-là, c'est d'essayer, à travers aussi notre position institutionnelle, d'embarquer l'ensemble de nos partenaires de manière à ce que justement ils puissent prendre en compte les dimensions, l'ensemble des dimensions finalement qui ont été évoquées ce matin, en permettant d'avoir finalement la bonne compréhension de ce qu'est aujourd'hui la politique publique consacrée au secteur du handicap. Et donc la possibilité des personnes de pouvoir, à un moment donné, porter leurs propres paroles et que nous, on soit les relais les plus fidèles possibles par rapport à ce qui peut nous être donné à voir, exprimé. Voilà ce que je peux dire. On parle beaucoup de pérédance, de pouvoir d'agir, de capacité d'agir, d'évoluer. Le CNCPH s'interroge sur l'évolution. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, s'interroge sur sa composition pour qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap qui puissent participer à la mise en œuvre des politiques publiques les concernant. Comment en Mayenne vous envisagez justement d'associer les personnes en situation de handicap à la mise en œuvre des politiques, parce que souvent quand on met en place des politiques pour les personnes en situation de handicap, on interroge les structures qui les accueillent et pas les personnes elles-mêmes. Effectivement, dans la mise en œuvre, dans le lancement de la démarche territoire 100% inclusif, on a eu de suite ce souci-là de se dire mais il faut faire avec. Donc on en est aux prémices. Donc il y a eu le premier comité de pilotage de la démarche territoire 100% inclusif, présidé par une personne en situation de handicap, Monsieur Barbier, avec Monsieur Richefou, avec Monsieur Coaplet, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Donc effectivement, il y a vraiment cette volonté dans la gouvernance, donc dans le pilotage, donc de pouvoir associer. Dans ce comité de pilotage, nous avons également des représentants du conseil départemental Citoyenneté Autonomie. Et dans ce conseil, donc, du coup, on a des représentants à la fois des personnes concernées, on a des personnes également concernées parce qu'on a l'association Pouvoir d'Agir au sein, voilà. On a également des représentants du milieu médico-social parce que juste, il ne s'agit surtout pas, et ça je pense que c'est très important, il ne s'agit surtout pas d'opposer le milieu ordinaire et le milieu médico-social. Donc, comme le disait M. Plus, c'est embarquer tout le monde dans la construction de cette société plus inclusive. Et même pour compléter ce que dit Anne, on a également les présidents des comités de communes, des EPCI, qui sont partenaires de ce comité de pilotage, avec une relation peut-être plus politique, mais aussi passer le message dans nos comités de communes, dans nos commissions intercommunales, de façon que ce soit le travail de la société entière, des Mayennais, enfin, de tous les acteurs et l'œil extérieur, aussi comme l'a dit un des intervenants, l'œil extérieur permet également d'avoir une image quelquefois différente de ceux qui sont vraiment dans le sujet, et ça permet d'apporter une autre image également. Et vraiment, la part, comment on peut intégrer une personne dans nos collectivités, dans nos entreprises. Sur la question en fait, de la pérédance, c'est quelque chose que l'on découvre. Je veux dire aussi tout à l'heure que par rapport aux différentes interventions, et c'est bien aussi pour nous d'entendre aussi, alors on n'est pas hors sol, on vit dans le territoire, on est comme tout un chacun, on échange, on discute.
la question c'est quand même tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour arriver finalement aux concepts qui ont été, en tout cas aux démonstrations qui ont pu être faites ce matin par rapport à l'état où on en est aujourd'hui et la cible finalement qu'on devrait atteindre. Alors je dis ça parce que sur le pouvoir d'agir par exemple, il y a une association en Mayenne qui s'est créée qui s'appelle d'ailleurs Pouvoir d'agir. Alors c'est des personnes qui ont un handicap psychique ou maladie mentale. Et pour le coup, elles se sont, alors un petit peu ce qui était évoqué tout à l'heure sur l'idée un peu d'empowerment, elles se sont finalement constituées en association avec un vrai projet de pouvoir justement intervenir, reprendre la main par rapport à leur projet, porter aussi une parole, avoir une place aussi, justement, donc là c'est la question de la responsabilité qui a été évoquée également, c'est-à-dire avoir un rôle, de ne plus devenir, ne plus simplement être observateur ou acteur, mais c'est vraiment effectivement avoir une fonction sociale en tant que telle, représenter quelque chose. Donc voilà, donc on soutient, alors pour le coup, avec le conseil départemental, c'est assez nouveau pour nous. Il y a un tas de questions qui se posent aussi derrière des associations, voilà, les questions de la professionnalisation peut-être de ces pères aidants agissant au sein de l'association, la question de la reconnaissance de ces formations, après la question peut-être de la rémunération de ce temps consacré. Ce sont des choses nouvelles. Voilà. Donc on avance petit à petit, on fait de petits pas, parce que voilà, on ne peut pas avancer plus vite souvent que la musique. Donc c'est vrai que ça nécessite pour nous de faire des pas de côté, de se réinterroger. Voilà. Donc c'est vrai que dans la démarche, alors après tout ce plan institutionnel, il y a tout ce qui concerne aussi l'intégration Nantes, mais des projets personnalisés pour avoir justement porté le projet des personnes. C'est fondamental ce qui a été dit effectivement ce matin, c'est de favoriser à la fois la formulation finalement des besoins prioritaires, en tout cas de la formulation de l'objectif prioritaire que se fixe une personne, de la manière de laquelle on peut l'accompagner au mieux pour atteindre ces objectifs, rendre les choses possibles. Alors sans parler d'injonction à l'autonomie, mais si on parle du domicile, alors loin de nous l'idée de désinstitutionnaliser l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais c'est véritablement bien pour le coup pour nous de sécuriser les choses. Et quand l'objectif effectivement est tenable, qu'on a mis l'étayage qui permet d'y arriver dans les conditions les meilleures et les plus rapides possibles, effectivement ça suppose aussi d'avoir des échanges avec la famille, les aidants, les proches, etc. C'est pour nous le 100% inclusif, c'est pas le tout à domicile et le plus rien établissement. C'est évidemment, tout ça c'est une question de gradation. Donc on est bien dans cette approche-là, en se laissant aussi le temps, parce qu'il y a toute une évolution aussi culturelle, professionnelle qui doit avoir lieu. Il y a une transformation, ce que nous on appelle transformation de l'offre, sur le secteur handicap qui doit aussi s'accompagner. Donc c'est de la formation, c'est des échanges, voilà, c'est tout un environnement là, qui doit se mettre en place. Justement, dans une approche très civique du handicap, ou en tout cas de la classification internationale du fonctionnement, la situation de, alors j'ose plus dire handicap moi aussi, mais de la situation de handicap quand même, je vais dire, est autant due, même plus due à une inadaptation de l'environnement et au fait que l'environnement ne soit pas nécessairement accueillant que ce que M. Personne a appelé la pathologie de la personne. Donc il faut agir sur l'environnement. Et donc il faut que l'ensemble de la société mayonnaise s'inscrive complètement dans cette politique. Comment vous allez, au-delà des, j'ai envie de dire, des élus, comment chaque citoyen mayennais va être interpellé sur cette démarche, associé à la démarche et convaincu de la démarche? Très concrètement,
tout le monde, tous les Mayennais sont invités à participer au temps de lancement le 29 novembre, aux Ondines, à Changé. Donc je lance cet appel là, j'en profite d'être sur la tribune pour lancer cet appel. Donc le 29 novembre à 16h, à 17h, salle des Ondines, où on lance cette démarche, et l'objectif étant de pouvoir mobiliser tous les acteurs, donc milieu ordinaire, acteurs médico-social, pour construire ensemble un plan d'action à partir de 5 axes. Donc les 5 axes, ce sont les 5 axes issus de la Conférence nationale du handicap. Donc il y a accéder aux droits plus facilement, être accueilli de la crèche à l'université, accéder à l'emploi, vivre chez soi, être acteur de la cité. Donc c'est à partir de ces 5 axes, 5 ateliers, en présence donc de personnes concernées. Voilà, je vais plutôt parler de personnes concernées, de personnes issues du milieu médico-social, de la société milieu ordinaire. Alors peut-être dire que d'ores et déjà, il y a eu de l'information, de la sensibilisation auprès des acteurs. Donc nous avons pu rencontrer les directeurs et présidents de PCI, nous avons pu rencontrer, moi je sais dans le cadre de l'association des directeurs des établissements et services médico-sociaux, donc j'ai pu rencontrer Tim sur ce sujet. Il y a eu également la rencontre d'acteurs économiques, le MEDEF, pour pas le citer, donc l'éducation nationale également. Donc tous ces acteurs ont été informés, sensibilisés sur cette démarche, mais le temps fort de lancement, c'est le 29, avec après des ateliers co-animés, parce que là aussi à chaque fois on se dit mais oui on parle, mais d'où on parle, parce que voilà, moi je parle de ma place de directrice adjointe de la MDA, dire mais il faut faire effectivement, c'est important du coup de se dire mais les personnes concernées elles-mêmes, elles en pensent quoi, comment elles feraient. Donc il y a aussi ce souci de pouvoir faire en sorte que ces ateliers, ces 5 ateliers thématiques soient co-animés avec une personne concernée, et également donc lors de la porte ouverte de la MDA, on parlera de cette démarche-là et on invitera les personnes concernées elles-mêmes à s'exprimer sur comment elles voient la société, une société plus inclusive, une société mayonnaise plus inclusive. Peut-être que vous ne pourrez pas tous dans la salle participer, et notamment les personnes accompagnées au niveau de la PEI, c'est le 29 novembre. Donc du coup, je vais vous poser la question, comment vous voyez une Mayenne plus inclusive? Est-ce qu'il y a des réactions auprès des personnes accompagnées par la PEI? Comment vous aimeriez être accompagné un peu de façon différente ou pas? Si oui, comment? Est-ce que certains d'entre vous sont peut-être en foyer et aspirent à être en appartement? Et comment on pourrait faire les transports? Je sais que les transports, c'est une question aussi. Ce qui serait bien, en Mayenne, c'est que les personnes en situation de handicap, excusez-moi du mot, soient 2 fois plus respectées qu'avant. Respectées par comment? Enfin voilà, c'est vraiment, faut pas hésiter, faire part de toutes vos remarques et prendre des notes. Les gens nous regardent bizarre. Par exemple, quand il fait nuit, on a des gilets, ce qui est normal pour la sécurité. Il y a des adolescents qui se moquent de nous. On ne peut pas supporter ça. C'est le problème du regard de la société. Exactement. J'ai connu ça il n'y a pas longtemps.
Je crois que le témoignage qu'on a eu en début de matinée, et c'est là qu'on prend conscience qu'il faut tous ensemble qu'on avance, que ce soit dans les milieux d'intégration d'une équipe politique, dans l'intégration d'une équipe de travail, de l'intégration à l'école. C'est vraiment là, tous ensemble, il faut qu'on passe ce message et que vous êtes comme des personnes, à dire différentes peut-être, mais comme a dit monsieur, avec des poids, des personnes qui ont un poids supplémentaire. Eh bien, moi, au départ, mais je crois que, voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble pour apporter le mieux possible votre parcours de vie. Votre parcours de vie, vous avez été un moment en établissement, peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez maintenant, entre guillemets, pardonnez-moi, vous avez grandi, on a grandi ensemble, on a travaillé ensemble, vous pouvez maintenant avoir un appartement, une maison, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on travaille tous ensemble dans ce plan, avec l'ARS, avec la transformation de l'offre que le schéma va proposer, qu'on travaille tous ensemble pour que vous ayez vraiment, vraiment votre place. Et puis, peut-être, moi je dirais aussi qu'il faut l'arrivée de l'inclusion à l'école permet aussi, dès le plus jeune âge, à toute la société de voir que nous sommes tous égaux dans la vie, que les uns ont plus d'avantages, les autres malheureusement plus d'inconvénients. Et je crois que les enfants qui ont dans leur classe un élève, un enfant avec eux qui a une situation de handicap, ont vraiment, vraiment un regard différent. Et c'est vraiment de l'éducation qu'ils se font eux-mêmes par le quotidien. Une réaction dans les salles, pardon. Juste, monsieur, il y a... Moi, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue dans l'école normale pour 2 ans. C'est vrai que les plus jeunes, ils n'ont pas du tout le même regard qu'un adolescent à 15-16 ans, voire 18 ans, en fait. Et je pense qu'il faudrait que toute personne aujourd'hui qui a un handicap puisse aller à l'école normale dès l'âge de 6 ans, en fait. Et qu'après, de voir comment il faut évoluer de sa manière, sa façon. Ce serait un point de vue vraiment positif. Moi, je pense ça. Moi, je sais que l'école normale, je l'ai très bien vécu. Et pour revenir à un moment qui m'a secouru dessus, parce que elle faisait des leçons le soir, je faisais même des leçons en particulier par une maîtrise extérieure. Et elle disait que du coup, je pouvais apprendre très vite, mais malheureusement, quand je suis arrivé à la dernière année de l'école, le directeur de l'école m'a gardé parce que j'étais beaucoup trop vieux. Donc j'ai commencé le parcours beaucoup trop tard en fait. Et c'était vraiment dommage pour les petits. Donc pour la génération future, il faudrait que les associations, l'UGAR, même les autres, puissent consolider pour les familles, pour pouvoir avancer et puis en fait considérer que l'enfant est un handicap soit normaux en fait. Alors vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs ça fait partie des initiatives que l'on soutient. Alors il y a différentes modalités, il y a différentes modalités de scolarisation. Il faut que ça corresponde à la fois aux capacités, on en a parlé tout à l'heure. Il faut que ça corresponde aussi à tous les taillages que l'on peut mettre à côté pour pouvoir permettre rendre possible les choses. Ça doit s'inscrire effectivement, comme vous le disiez parfaitement, dans la durée, c'est-à-dire aussi bien dès le plus jeune âge jusqu'à l'université, et puis au-delà, formation adulte, et puis dans l'emploi, mais je vais y revenir. Sur la question de notre responsabilité à nous, plutôt institutionnelle, par rapport justement à au progrès finalement que l'on doit accompagner, progrès sociétaux et sociaux, la question pour nous, c'est aussi finalement d'être en soutien de l'ensemble des initiatives qui nous semblent aller dans le sens de ces orientations que l'on se donne collectivement. Et donc c'est important pour nous. Alors je pourrais parler, on a eu une unité enseignement maternel autisme par exemple qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans peut-être maintenant. Il y a eu le développement des ce qu'on appelle les CESAD, donc soutien, éducation et services de soins à domicile, mais dans l'ensemble de la vie quotidienne. Il y a les unités, j'en parle, puisque aussi l'API Nord-Mayenne s'est engagée avec force dans
dans cette voie-là aussi avec les unités, le développement des unités d'enseignement externalisées, voilà, sur le secteur. Voilà, donc pour nous, et j'en viens après sur notre responsabilité tout au long de la vie aussi, d'accompagner ces démarches. Les choses ne pourront peut-être pas se faire de la même intensité avec quelqu'un, par exemple, qui est en établissement, depuis de nombreuses années et pour lequel le projet aujourd'hui n'est pas forcément celui qui va correspondre justement à un enfant qui était à l'école classique et qui a qui a des aspirations qui sont tout autres parce qu'on lui a donné à voir autre chose, parce qu'on a un projet de société qui est différent et parce que les possibilités qui s'ouvrent devant lui finalement sont différentes. Donc c'est ça qui est important, c'est aussi toute cette perspective. Donc effectivement, on n'est pas en retard en Mayenne sur cette question-là, d'avoir finalement plus d'élèves qui sont accompagnés par des services d'accompagnement, plutôt que d'élèves qui sont dans des écoles adaptées finalement. Alors après, il faut de tout pour que ça corresponde à l'ensemble des projets des personnes. Et sur la responsabilisation, parce que ça paraît capital ce qu'a dit M. Everzold tout à l'heure, je fais référence là par rapport à l'emploi. L'employabilité, la responsabilité aussi bien des institutionnels comme nous, mais aussi des entrepreneurs eux-mêmes, et puis des personnes au travail. J'en arrivais à la conclusion finalement par rapport à cette idée de prendre des responsabilités, être reconnu comme le collègue, comme l'élève d'à côté, que finalement notre rôle aussi c'était de pouvoir exprimer toutes ces attentes de notre côté par rapport à ce qu'on nous remonte, ce que vous nous remontez, de manière presque à ce que ça se traduise, y compris quand on fait du management aujourd'hui dans une entreprise. On apprend en fonction des collaborateurs qui ont des personnalités différentes, qui ont des envies différentes, des temporalités différentes, des métiers différents. On s'adapte. Le manager s'adapte et son rôle c'est de faire le lien entre les objectifs de l'entreprise et puis l'organisation du travail et de la vie en fait du groupe au travail. Donc j'ai envie de dire finalement qu'il suffit juste d'étendre un petit peu, d'élargir un petit peu notre vision des choses pour aller presque sur cette idée-là finalement, que l'aspect managérial des choses dans les entreprises peut aussi permettre d'être un levier important. Je pense à Job Coach là fortement, puisque c'est aussi le travail d'étayage qu'il y a tout autour, d'explication, de soutien au milieu. Donc voilà, je me dis que finalement, quand l'envie est là, quand la structuration se fait en termes d'étayage autour, que les orientations sont claires et que le travail peut être mené avec l'ensemble des partenaires de la vie dans la cité, finalement, on peut se donner des objectifs qui sont pour le coup atteignables. Voilà. Ambitieux et atteignables. Monsieur Simon, vous aviez une question à poser, une remarque. Oui, merci. Je voulais réagir sur ce qu'a dit monsieur, sur le fait que c'est difficile de vivre finalement l'inclusion ou l'intégration parce que les autres se moquent de nous, parce que voilà, on rencontre des difficultés. C'est exactement la raison pour laquelle l'axe 3 du rapport Pisto conseille et recommande la création de groupes de soutien par les pairs. Parce que ces groupes de soutien par les pairs sont les lieux où moi je trouve, par exemple, j'ai toujours trouvé de la normalité dans les groupes de soutien par les pairs. Dans la vie courante, je suis toujours différent des autres, parce que je suis celui qui est en fauteuil roulant et je rencontre peu de personnes qui me ressemblent. Donc finalement, je suis toujours celui qu'on veut aider, celui qui est pointé du doigt, toujours différent. Et il est très intéressant, quand par exemple, je suis comme dans une réunion comme aujourd'hui, par exemple, peut-être moins qu'ailleurs, mais si jamais j'ai un problème, ou que je me casse la figure, ou que j'ai un problème d'urite, comme on dit, hein, c'est-à-dire j'ai mes sondes urinaires qui fuitent ou des choses comme ça, ce sont des situations très gênantes qui vont me mettre de côté. Donc je suis encore la personne qui est anormale, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Et j'ai besoin, et ça m'a été et ça m'est toujours nécessaire, de temps en temps me ressourcer dans un groupe de semblables. J'ai besoin de rencontrer, d'être en groupe avec des personnes
qui sont comme moi, paraplégiques, et qui partagent les mêmes problèmes, parce que avec ce groupe-là, quand j'ai un problème de durite, tout le monde se fout de ma gueule un petit peu, et puis on m'envoie dans mon coin. C'est normal, c'est ordinaire. Et donc nous avons tous besoin d'être indifférenciés dans un groupe de semblables de temps en temps. Et le groupe de soutien par les pairs, il est énormément comme ça, parce que les autres, ils peuvent me soutenir, ils peuvent dire « Ah oui, mais moi j'ai eu un problème, je me suis défendu comme ça, C'est essentiel. Ce groupe il faut que nous puissions expérimenter régulièrement des moments où, pour moi, c'est me ressourcer, c'est-à-dire des moments d'ordinarité. Je redeviens semblable je deviens semblable aux autres. Et bien, avec ces moments de similitude, je peux, avec plus de force, retourner dans le monde de l'inclusion, où là, c'est la bagarre et la différence tout le temps. Donc, le groupe de soutien par les pairs, il est nécessaire pour ça. Nous organisons une première formation, je fais une petite introduction publicitaire. Nous faisons une formation en 2020 avec un institut de formation à Angers pour former justement des acteurs, des intervenants pairs. Ça fait partie de cette mise en œuvre qui est nécessaire et il faut que ça puisse s'aider de partout. Je vais continuer sur le quart d'heure publicitaire, puisque le CREAI, les MDA et MDPH de la région envisagent de travailler ensemble pour développer la paire-aidance au niveau régional. Voilà, on va finir sur les quarts d'heure publicitaires. Je prends juste une dernière question, et puis, parce que j'ai vu une main se lever, donc voilà, ici, madame. Voilà, et puis ensuite on va clôturer pour maintenir les 3 quarts d'heure, enfin 50 minutes de retard. Alors comme je suis bavarde, je vais tâcher de synthétiser, n'est-ce pas? Je voulais juste intervenir en tant que citoyenne, j'allais dire. Voilà, j'ai des enfants qui sont à l'école publique et je ne peux qu'observer dans l'école dans laquelle, l'école primaire, je veux dire, éthiquement, l'inclusion c'est formidable, mais dans la pratique, j'ai vu des équipes d'enseignants épuisées, des gens prendre des arrêts pour dépression, j'ai vu des classes perturbées, et puis rendu au collège, il y a une classe Ulysse, il y a une section SECPA. Moi, de ce que me racontent mes enfants, il y a aussi un garçon dans une chaise roulante avec un chien, mais de l'extérieur, l'effet que ça me donne, c'est que c'est vraiment que de la juxtaposition. Il y a ceux de la classe Ulysse, il y a ceux de la section SECPA, et donc, moi, ça me pose vraiment la question des moyens nécessaires, humains, enfin financiers, de posture, d'acculture. C'est aussi, et je vais abonder dans votre sens et en même temps essayer d'abonder dans l'autre. Récemment a été sorti le dispositif des PIAL et des équipes mobiles médico-sociales intervenant dans le champ de l'éducation nationale. On demande aux acteurs médico-sociaux d'être dans les coopérations, les développements, et un instituteur ou un enseignant ou un professeur de collège, il ne peut être qu'en rupture s'il est seul accompagné. S'il y a des AVS, s'il y a des professionnels, des éducateurs spécialisés qui viennent apporter les étayages nécessaires, ça profite non seulement à la personne en situation de handicap, mais ça profite aussi aux personnes qui commencent à avoir, notamment pour les personnes qui sont ensuite orientées en ITEP, des premiers troubles du comportement et donc mettre en place des actions de prévention. Le problème, c'est qu'on fonctionne encore et toujours en tuyau d'orgue. D'un côté, vous avez l'éducation nationale, de l'autre, vous avez le médico-social. Et l'exemple des PIAL et des équipes mobiles, c'est exactement ça. D'un côté, il y a les PIAL, super outils, déployés par le ministère de l'Éducation nationale. De l'autre, vous avez les équipes mobiles médico-sociales, d'intervention médico-sociale déployées par l'ARS, et on envisage d'aller à terme vers des PIAL renforcés qui permettront la fusion des deux. Mais pour le moment, tout le monde est sur son précaré, et l'Éducation nationale dit tant que le ministère de la Santé ne bougera pas, ben on ne bougera pas, et inversement. Et comme ça, on n'y arrivera pas. L'éducation spéciale, enfin, l'accès au milieu ordinaire ne peut fonctionner que s'il y a les étayages. Et les étayages, ce n'est pas les profs, ce n'est pas les instituts qui peuvent les mettre en place. C'est les AVS, mais c'est aussi les éducateurs spécialisés qui doivent intervenir dans les classes, etc. etc. Voilà. Alors, je précise juste, parce qu'en Mayenne, on a la chance d'avoir un dispositif qui s'appelle l'équipe mobile ressources,
et qui permet, donc comme son nom l'indique, d'apporter des ressources aussi bien aux équipes enseignantes, donc à l'enseignant en particulier, aussi sur les temps périscolaires. Voilà. Donc c'est vrai que alors, ça existe depuis 95, octobre 95, on était ensemble, il y a une réunion avec Madame 2015. Excusez-moi, là j'ai fait un bond en arrière de 20 ans. Et en tout cas, ça fonctionne bien. Évidemment, nous, on a mis les équipes mobiles d'appui à la scolarisation dans la continuité, finalement, de ce travail-là. Donc, alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, alors, il faut effectivement, ça suppose effectivement de bousculer aussi les choses des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi bien pour l'école, les enseignants, les autres élèves, les familles, on vit ensemble. Donc, il faut être à l'école ensemble. Ça facilite les choses pour la suite. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'on ne soit pas ensemble, à l'école comme au travail, comme dans la cité. Pour le coup, cet étayage-là, cet appui-là, ce sont effectivement, on avance. Il y a un cahier des charges national là, qui va sortir l'année prochaine. Donc on va avoir là plus d'informations détaillées par rapport à comment l'éducation nationale, avec l'intermédiaire des PIAL, et comment les équipes mobiles d'appui vont pouvoir intervenir ensemble. Donc il y a quand même déjà des choses qui se font, il y a un étayage qui se fait. Maintenant c'est vrai que tout n'est pas, on est dans la vraie vie, hein, donc il y a des choses effectivement qui sont encore à réajuster, et l'idée c'est pas non plus que l'école devienne en difficulté parce qu'on imposerait finalement un mouvement d'inclusion trop rapide, pas maîtrisé, mal analysé. Voilà, donc on a vraiment ça en considération. Et après, il peut y avoir des situations particulières qui là m'échappent. Hein. Je ne peux pas prononcer sur une situation particulière. Je vous propose qu'on regarde. Vous avez eu le temps? C'est bon? Bon. Je m'excuse, j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions, il peut commencer à y avoir des réactions. Un dernier dessin? Oui, un dernier dessin. Alors bon, vous savez, quand on est dessinateur de presse ou d'humour, on sort la boîte à clichés. Hein. Bon, voilà. On parle beaucoup de café associatif, de café, voilà, mais dans nos villages de campagne, il y a des cafés associatifs, donc voilà. On va dire maintenant qu'il y a plus d'alcool, hein, oui, non, j'en profite, au-delà des blagues, pour vous dire au revoir, dire merci à tout le monde, notamment à l'API pour son accueil et la grande liberté de ton qui m'a été accordée. Et puis vous dire aussi que je signerai mes albums pour ceux que ça intéresse pour la pas. Et voilà, au revoir à tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup.